Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde d'un matériau qu'on croise partout sans forcément y penser, l'aluminium. Surtout en architecture, en menuiserie, Oui, il est omniprésent. Fenêtres, portes, vérandas, façades. c'est ça. On finit presque par l'oublier tellement il est intégré. Et pourtant, il a des qualités assez uniques qui le rendent incontournable. Exactement. Pour décortiquer tout ça, on s'est basé sur des extraits d'une présentation assez détaillée qui explore vraiment les atouts de l'aluminium. Mhm. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi il est si populaire. On va regarder ses propriétés, les tendances couleurs pour 2025, les finitions possibles, et puis une technique de traitement super importante, l'anodisation, surtout pour les menuiseries. C'est un bon programme. Alors, commençons par les bases. Qu'est-ce qui fait la force de l'alu ? Les sources mettent en avant plusieurs choses. Sa légèreté d'abord. C'est assez frappant, 3 fois plus léger que l'acier, c'est ça ? Oui, environ 3 fois moins dense. C'est considérable. Et puis sa robustesse, il en casse bien. Sa polyvalence aussi, on peut lui donner plein de formes. Et sa durabilité, face à la corrosion, au temps. Tout à fait. Et enfin, son potentiel esthétique. Là, il y a vraiment de quoi faire avec les couleurs, les finitions. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ces propriétés, elles sont pas juste là pour faire joli sur une fiche technique. Elles ont des impacts très concrets, spécifiquement pour la menuiserie. Ah oui, par exemple ? Prenez la légèreté. C'est pas juste plus facile à manipuler sur le chantier, hein. Ça permet surtout d'avoir des cadres plus fins D'accord. et donc plus de surface vitrée. Pensez aux grandes baies coulissantes, ces murs de verre qu'on voit beaucoup. C'est possible grâce à ça. Et puis, moins de poids, ça veut dire moins de contraintes sur la structure du bâtiment. Logique. Ça ouvre des possibilités pour les architectes, j'imagine. Exactement. Et pour la durabilité, c'est crucial pour des éléments extérieurs, comme les fenêtres, les portes. Ils sont en première ligne face aux intempéries. Oui, la pluie, le soleil, le vent. Voilà. L'aluminium, il a cette capacité naturelle à résister à la corrosion. Il forme une petite couche d'oxyde protectrice spontanément. Ah d'accord. Mais les traitements, comme l'anodisation dont on va parler, ils viennent blinder cette protection. Résultat, ça dure très longtemps, avec quasi pas d'entretien. Contrairement au bois, par exemple, qui demande plus de soins. C'est ça. Et sa robustesse fait aussi que les cadres ne se déforment pas avec le temps, et ça assure une bonne sécurité. Bon, on voit bien que techniquement, l'alu coche pas mal de cases importantes. Mais son succès, c'est aussi beaucoup son look, son apparence. Et là, les sources parlent de tendances couleurs assez nettes pour 2025. 4 grandes familles, si j'ai bien compris. Oui, et c'est un point essentiel. Le choix de la couleur, en architecture, en design, ce n'est jamais juste une question de goût. Ça influence comment on perçoit un espace, le caractère d'un bâtiment. Mhm. Une couleur de fenêtre peut souligner un style, créer une ambiance, dialoguer avec le reste de la façade ou même le paysage autour. C'est un vrai outil d'expression. D'accord. Alors, explorons ces tendances. La première famille, c'est les classiques et intemporels. Bon, là, pas de grosse surprise, j'imagine. Effectivement. On y trouve le gris anthracite, le fameux RAL 7016. Pour info, RAL, c'est un système de code couleur très utilisé, hein. Oui, une référence dans le bâtiment et l'industrie. Donc ce gris, décrit comme moderne, discret, il y a aussi le blanc, RAL 910, pour la lumière, le côté épuré, et le noir, RAL 9005, toujours élégant, intemporel. Ça marche toujours, quoi. Oui, leur popularité ne se dément pas. Et c'est logique, hein. Ils sont incroyablement polyvalents, très sobres, ces neutres s'adaptent à quasiment tous les styles, du rustique au très contemporain. Il s'intègre facilement. C'est ça. Ils peuvent être discrets pour mettre en valeur d'autres matériaux comme la pierre, le bois, ou au contraire, ils peuvent affirmer une ligne très graphique, très nette dans un design minimaliste. C'est un choix sûr qui vieillit bien visuellement. Deuxième tendance, les couleurs naturelles et chaleureuses. Là, on change d'ambiance. Oui, on va vers quelque chose de plus doux, de plus organique. On parle de brun sépia, RAL 99. Ça sonne assez raffiné. De beige sable, RAL 19. Plus doux, naturel. Et puis un truc que je trouve personnellement très réussi, le brun rouille. Ah oui, l'effet Corten. Exactement. Qui imite cet acier rouillé si particulier. Ça donne un cachet assez unique. Tout à fait. Cette palette de couleurs terre, de brun, de beige, elle s'inscrit dans une tendance de fond, la recherche de connexion avec la nature, d'authenticité dans l'habitat, le design biophilique comme on dit parfois. Mhm. Ces teintes évoquent des matériaux bruts, elles sont rassurantes, elles créent du confort. Et l'effet Corten sur l'alu, c'est particulièrement malin.
Pourquoi? Parce que ça donne cette esthétique industrielle mais chaleureuse, avec ses nuances de rouille, mais sans les inconvénients du vrai acier Corten, le poids et surtout les coulures de rouille qui peuvent tacher les façades. Ah oui, d'accord. C'est l'esthétique sans les problèmes techniques. Voilà, on a le look mais avec la légèreté et la propreté de l'alu traité. Malin. Bon, on quitte la douceur pour la troisième famille, les couleurs vives et audacieuses. Là, on y va franco sur la couleur, hein. Oui, là on assume. Les exemples donnés, un bleu outre-mer, RL 5002, ça évoque la fraîcheur, la sérénité. Un vermouth, RL 6005, plus nature, harmonieux. Et un rouge rubis, RL 3003, carrément audacieux et énergique. L'impact visuel doit être fort. Ah oui, c'est clair, ces couleurs on les utilise souvent comme des points de signature architecturale, pour attirer l'œil, créer un focus. Une porte d'entrée rouge vif, par exemple. Exactement. Ou des encadrements de fenêtres bleu électrique sur une façade blanche ou grise. Ça réveille un bâtiment, ça lui donne une personnalité très marquée. C'est une façon d'injecter du dynamisme. Mais est-ce que ce genre de choix, très affirmé, ça ne risque pas de se démoder plus vite ou d'être plus difficile à intégrer dans certains environnements? Je pense au centre historique, par exemple. C'est une excellente question. C'est vrai que ça demande plus d'audace et surtout une vraie réflexion sur l'intégration. Comment ça dialogue avec le contexte architectural, avec le paysage? Il faut bien doser. C'est ça. Il faut trouver le bon équilibre pour que ça reste un atout sur le long terme, que ça ne devienne pas lassant ou même agressif visuellement. Souvent d'ailleurs, on les utilise par touche, en accent, plutôt que sur de très grandes surfaces, justement pour maîtriser cet impact. Logique. Et enfin, la quatrième et dernière tendance mise en avant, ce sont les couleurs métallisées. Là on joue sur une autre corde. Oui, on trouve le bronze, qui évoque l'authenticité, un côté presque traditionnel. L'or, Héral 135, forcément le prestige, l'élégance. Et l'argent, Héral 9006, qui fait plus moderne, plus techno. C'est exactement ça. Ces finitions métallisées, elles jouent sur la valeur perçue, sur le symbole. Le bronze, ça peut donner un côté patiné, un peu vintage chic, très élégant. L'or, bon, c'est le luxe, l'exclusivité. Clair. Et l'argent, ou même l'aspect alu brossé ou anodisé naturel, ça renvoie souvent à l'univers de la haute technologie, du design industriel, de la précision. C'est une façon de donner à la menuiserie elle-même un statut un peu plus précieux, plus sophistiqué. C'est fou la richesse qu'on n'a rien qu'avec les couleurs. Mais les documents insistent, la couleur c'est une chose, mais la finition de surface, la texture, ça change aussi énormément la perception. Et même le toucher de l'alu. Ah oui, absolument. On nous parle de 3 grandes catégories. Les finitions mates, les brillantes et les texturées. Tout à fait. La finition, ça change comment la lumière accroche, comment elle se réfléchit ou pas. Et ça modifie aussi la sensation au toucher. C'est une couche de personnalisation en plus. Et ça a aussi des aspects pratiques. Il faut vraiment penser couleur et finition ensemble. Commencions par le mat. La description est assez simple. Non réfléchissant, aspect sobre, un peu poudré, élégant. Idéal pour le contemporain, le minimaliste. Oui, le mat est très tendance. Il apporte une certaine douceur, même sur des couleurs foncées. C'est moins dur qu'un brillant. Et puis, il y a un avantage pratique qui est pas mal. Ah oui, lequel? Ça masque mieux les petites imperfections, les traces de doigts, la poussière. C'est moins salissant en apparence qu'une surface brillante. C'est un petit plus pour l'entretien au quotidien. D'accord, je vois. À l'opposé donc, les finitions brillantes. Là, on cherche l'éclat, surface qui réfléchit la lumière, aspect lumineux moderne, pour apporter de la brillance, de la sophistication. Exactement. Une finition brillante, elle vit avec la lumière. Elle va faire pétiller une couleur vive, créer des reflets qui changent tout le temps. Ça anime la surface. Ça peut donner un côté très chic, presque laqué, ou un côté très high-tech, très lisse. Le revers de la médaille, j'imagine? Mais oui, c'est qu'elle est plus sensible aux traces et le moindre petit défaut, la moindre rayure, ça se voit tout de suite, beaucoup plus. Logique. Et la troisième voie, c'est les finitions texturées. Là, on parle de surface avec un certain relief qu'on peut sentir au toucher. Ça ajoute de l'authenticité, du caractère. Ce qui est passionnant avec les texturées, c'est qu'elles font appel à un autre sens, le toucher. Elles peuvent chercher à imiter d'autres matières, hein. On a des effets bois, pierre ou des aspects plus industriels comme le sablé, le martelé, le structuré. Ah oui, on peut avoir un aspect bois sur de l'alu. Tout à fait, et parfois c'est bluffant de réalisme. Ça ajoute une dimension tactile et ça crée des jeux d'ombre et de lumière très subtils sur la surface.
Un autre avantage qui est mentionné dans les sources, c'est qu'elles sont souvent plus résistantes aux rayures, aux petites marques d'usure que les surfaces lisses. C'est un plus, ça? Oui, c'est un avantage fonctionnel non négligeable. Donc si on combine une couleur parmi des centaines et une finition mate, brillante ou une texture spécifique, les possibilités de personnalisation sont quasi infinies en fait, hein. C'est exactement ça. Mais bon, pour que toute cette beauté dure dans le temps, face au soleil, à la pluie, la pollution, il faut protéger l'aluminium. Et c'est là qu'intervient une technologie clé, très mise en avant dans la présentation, l'anodisation. C'est ça. On l'a effleuré tout à l'heure. L'alu forme naturellement une petite couche d'oxyde protectrice, mais elle est très très fine, pas suffisante pour tenir des décennies sur une façade. D'accord. L'anodisation, c'est un procédé électrochimique. Le but, c'est de renforcer énormément cette protection naturelle. On va créer une couche d'oxyde beaucoup plus épaisse, plus dure et surtout contrôlée. C'est un des meilleurs traitements de surface pour l'alu, un des plus durables. Et comment ça marche, en gros? Alors, pour simplifier, on prend la pièce en alu, on la plonge dans un bain d'acide, souvent de l'acide sulfurique. Cette pièce en alu, elle devient l'anode, d'où le nom anodisation. Ok. On fait passer un courant électrique continu dans le bain, et là, il y a une réaction à la surface de l'alu qui fait pousser une couche d'oxyde d'alumine. C'est la formule chimique Al2O3 qui est intégrée au métal. C'est important, ce n'est pas comme une peinture qu'on dépose dessus, c'est la surface de l'alu elle-même qui se transforme. D'accord. Et cette couche d'oxyde, elle a une particularité que j'ai notée. Elle est poreuse. Ça semble un peu contre-intuitif pour une protection, non? Ah! Excellente remarque. Oui, au départ, cette couche qu'on fait pousser est poreuse, elle a plein de micro-trous. Mais c'est justement ça qui est génial. Ah bon? Pourquoi? Premièrement, même poreuse, cette couche anodique est déjà très dure et protège super bien contre la corrosion et l'usure. C'est le but numéro 1. Ok. Deuxièmement, ces pores microscopiques, on peut s'en servir pour piéger des colorants. C'est comme ça qu'on colore l'alu dans la masse de sa protection. Ça donne des couleurs extrêmement durables qui ne peuvent pas s'écailler comme une peinture. C'est le lien direct avec toutes les couleurs dont on a parlé. Ah, je vois. C'est là qu'on met la couleur. Et une fois que la couleur est mise, ou si on veut garder l'aspect naturel de l'alu anodisé, il y a une étape cruciale, le colmatage. On va venir refermer ces pores. Souvent, on fait ça en plongeant la pièce dans de l'eau bouillante ou avec des sels spéciaux. Et ça bouche les trous. C'est ça. Ça scelle la couche, ça emprisonne les colorants s'il y en a, et ça rend la surface parfaitement étanche et encore plus résistante. Donc la porosité, c'est juste une étape intermédiaire très utile, pas une faiblesse à la fin. C'est beaucoup plus clair. Donc, des avantages, super protection contre la corrosion, possibilité de colorer durablement. Quoi d'autre? Les documents parlaient d'amélioration des propriétés mécaniques. Oui, la couche d'oxyde d'alumine est très dure, bien plus dure que l'aluminium de base. Donc l'anodisation, ça améliore la résistance à l'abrasion, aux rayures. On parle de propriétés tribologiques, c'est le terme un peu savon pour tout ce qui est frottement, usure. D'accord. C'est important pour des pièces qu'on manipule, comme une poignée de fenêtre par exemple. Un autre avantage, esthétique cette fois, l'anodisation, ça préserve l'aspect métallique de l'alu, son éclat particulier. Ce n'est pas comme une peinture qui recouvre tout. On garde le côté métal. Voilà. Et enfin, la durabilité, c'est vraiment le gros point fort. Une bonne anodisation en extérieur, ça peut tenir 20 ans, 30 ans, voire plus, sans se dégrader de façon majeure. C'est impressionnant. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait différents types d'anodisation. On n'anodise pas tout de la même façon. Non, effectivement, on adapte surtout l'épaisseur de la couche d'oxyde à l'usage prévu. Pour l'architecture classique, fenêtres, portes, déco, on fait une anodisation dite sulfurique décorative. L'épaisseur, c'est entre 5 et 25 micromètres. 1 micromètre, c'est un millième de millimètre. C'est très fin. Oui, mais suffisant pour bien protéger et pour colorer. Après, pour des usages beaucoup plus costauds, très techniques, où il faut une résistance à l'usure extrême dans l'industrie, pour des pièces mécaniques, on peut faire une anodisation dure, qu'on appelle OEAD. Là, la couche peut faire 25, 50, 100, voire 150 micromètres. Mais c'est plus rare pour une fenêtre de maison. D'accord. On comprend bien maintenant comment cette technique, l'anodisation, elle arrive à concilier l'esthétique, la couleur qui dure, l'aspect métal et la performance, la résistance, la longévité. C'est un peu la clé de voûte de l'alu en architecture, en fait. C'est tout à fait ça. C'est ce qui lui permet d'être à la fois beau et costaud sur la durée.
Bon, si on essaye de résumer les points clés de tout ce qu'on a dit, en se basant sur nos sources, d'abord, il y a cette incroyable diversité de looks pour l'aluminium. Oui, la palette est immense. En termes de couleurs, des classiques aux plus vives, et de finition mate, brillant, texturé. La personnalisation est vraiment poussée. On peut presque tout faire pour coller à un style ou une envie. C'est un vrai terrain de jeu pour les designers et les architectes. Ensuite, on a vu que les traitements de surface, et l'anodisation en particulier, sont absolument essentiels. C'est pas juste cosmétique, hein. Non, loin de là. C'est la garantie de la performance. C'est ça. Ça assure la durabilité, la résistance à tout ce qui peut agresser le matériau dehors. Et ça améliore même la résistance mécanique en surface. C'est vraiment le mariage de la forme et de la fonction. Tout à fait. Et un dernier point qui est ressorti, le secteur innove tout le temps. Les documents mentionnaient rapidement des recherches sur des procédés plus écolos, Oui, c'est un enjeu important. sur des effets visuels encore plus sophistiqués ou même des traitements qui ajoutent des fonctions auto-nettoyants, antibactériens. L'histoire n'est clairement pas terminée. Non, c'est un domaine qui continue d'évoluer. Et si on prend un peu de hauteur, on voit bien que choisir la couleur, la finition, le traitement d'une menuiserie en alu, c'est pas juste une affaire de goût. C'est plus stratégique que ça. Oui, complètement. Ça a des implications sur l'identité visuelle du projet, évidemment, mais aussi sur sa performance dans le temps, sur son entretien, sur sa valeur. Choisir l'aluminium et ses finitions, c'est faire un ensemble de choix techniques et esthétiques qui engagent vraiment l'avenir du bâtiment. C'est pas du tout un détail anodin. C'est passionnant de voir toute la complexité, toute la science en fait, qui se cache derrière un objet aussi banal en apparence qu'une fenêtre en alu. C'est vrai. Et tout ça, ça amène une petite réflexion, pour finir, avec ces innovations dont on a parlé, les procédés plus verts, les effets visuels nouveaux, les fonctions supplémentaires. Comment on peut imaginer la prochaine génération de traitement de l'alu? Qu'est-ce qui pourrait encore changer? Bonne question. Est-ce qu'on aura bientôt des fenêtres qui changent de couleur avec la météo, qui produisent de l'énergie ou qui imitent à la perfection n'importe quelle matière? Et au-delà de la pure technologie, comment ces choix esthétiques, comme les tendances 2025 qu'on a vues, vont continuer de refléter ce qui se passe dans la société? C'est-à-dire? Est-ce que ça va traduire une sensibilité écolo encore plus forte, une recherche d'individualisation toujours plus poussée, ou au contraire, un retour vers des valeurs d'authenticité, de simplicité? Voilà plein de questions pour regarder différemment l'architecture qui nous entoure.